11 août 1918. Télégramme aux responsables bolcheviques de la région de Penza. Camarades, le soulèvement paysan dans vos 5 districts doit être écrasé sans pitié. Faites en sorte qu'à des centaines de lieues à la ronde, la population voit, tremble, sache et se dise: les bolcheviks tuent et continueront de tuer les koulaks assoiffés de sang. Télégraphiez que vous avez bien reçu ce message et exécutez ces instructions. Votre Lénine. Post-scriptum, trouvez des gens plus durs. L'auteur de ce terrible télégramme est un personnage clé de l'histoire, Lénine. En son nom, des millions de gens se sont levés pour changer le monde. À cause de lui, des millions d'autres ont péri. L'ouverture des archives et les témoins survivants que nous avons interrogés nous permettent de dresser un portrait qui bouleverse l'image, jusqu'ici mythique, du père de la révolution russe. Raconter Lénine, c'est expliquer le siècle, ses ambitions, ses utopies, ses illusions et sa barbarie au nom des idées. Tout commence à Simbirsk, une petite ville de province au cœur de la Russie profonde, à 700 km de Moscou, au bord de la Volga. C'est là que naît le 20 avril 1870 Vladimir Ilitch Ulyanov, le futur Lénine, dans une famille de 6 enfants unis et aisés. On est loin de l'image du fils de prolétaire longtemps véhiculée par ses biographes. On a longtemps caché qu'il avait des ascendances russes, mais aussi kalmouks, allemandes, juives et suédoises. À Simbirsk, on trouve pas moins de 7 maisons dans lesquelles vécurent les Ulyanov. Ils déménagent à chaque fois que la famille s'agrandit. Les Ulyanov passent l'été à Kukushkino, dans le domaine familial. C'est une villégiature de nobles de province. On partage son temps entre les promenades et la lecture en famille. Le père, Ilya Nikolaïevitch, fonctionnaire important, il sera d'ailleurs anobli à ce titre, se doit de tenir son rang. C'était un rang assez élevé. La fonction d'inspecteur général des écoles de la province était une fonction importante. Il fréquentait donc la plus haute société de la région de Simbirsk. La famille se devait de maintenir un certain niveau de vie. Ilya Nikolaïevitch recevait beaucoup, ses collègues inspecteurs, des élèves, et on sait par des documents qu'il recevait aussi des hommes d'église. Il avait beaucoup de relations liées à sa fonction d'inspecteur et de directeur. Il fréquentait, il faut le dire, les gens les plus divers. Rien dans les premières années de Vladimir Ulyanov ne laisse présager ce qu'il allait devenir. Élève brillant, bien éduqué dans une famille assez pieuse, il n'a aucune activité révolutionnaire à Simbirsk, contrairement à ce qu'on a longtemps raconté. Olga Ulyanova est la nièce de Lénine. Fille de Dimitri, son plus jeune frère, elle est la seule parente de Lénine vivante. Cette photo date de 1922, l'année de ma naissance. Voici ma mère, Alexandra Fyodorovna, moi sur ses genoux, Vladimir Ilitch et Victor Ulyanov.
Les enfants Ulyanov étaient très instruits. Ils avaient accès à toutes sortes d'ouvrages scientifiques, politiques. Mais il faut dire que leur père n'a jamais véhiculé d'idées révolutionnaires ni fait lui-même de politique. Il n'a jamais encouragé quiconque à la révolte. À la mort de son père, Vladimir a 16 ans. L'année suivante, en 1887, un coup de tonnerre bouleverse sa vie. Alexandre, son frère aîné, est arrêté à Saint-Pétersbourg alors qu'il prépare un attentat contre le tsar. Alexandre est condamné à mort. Le 8 mai 1887, il est pendu avec 5 de ses camarades dans la sinistre forteresse de Schlisselbourg, au bord de la Neva, non loin de Saint-Pétersbourg. L'exécution d'Alexandre Ulyanov a considérablement marqué le jeune Vladimir Ilitch. Comme le disait l'historien Valentinov, le monde n'aurait jamais entendu parler de Lénine si Alexandre n'avait pas été exécuté. Révolté par cette mort, Vladimir devient révolutionnaire. Il est arrêté, emprisonné puis exilé 2 ans à Chouchenskoye en Sibérie, où il se marie avec Krupskaya, une militante socialiste. En 1900, Vladimir Ulyanov part à l'étranger où il va rester 17 ans. Il prend le nom de Lénine. Il s'installe d'abord à Genève, en Suisse, où la plupart des révolutionnaires russes sont exilés. Il milite au sein du Parti social-démocrate russe. C'est durant cette période qu'il forge sa doctrine. Refus de la démocratie, dictature du prolétariat, rôle du parti comme avant-garde révolutionnaire. Il écrit ce qu'il va faire, le publie dans ses livres et l'explique clairement dans ses conférences sans être le moins du monde inquiété par les autorités. À Berne, son dossier de police a été conservé. Il apparaît comme un émigré tranquille, très soucieux de respecter la légalité suisse. Ce dossier n'est pas très épais. Sur Lénine même, non, il n'y en a pas beaucoup, parce que, bon, au fond, à l'époque, il n'est quand même pas hyper connu, et c'est une chose qui nous a toujours frappé, c'est que le ministère public fédéral n'a pas surveillé de façon très intense les bolcheviks en Suisse. C'est intéressant de le constater. Lénine, d'après ce que j'ai pu entendre de ceux qui l'ont connu, était réellement un homme persuadé de ce qu'il disait et de la possibilité de changer son pays, le régime de son pays. Et en cela, il effrayait souvent ses camarades suisses, qui ne pensaient pas, qui n'avaient pas, disons, sa foi fanatique dans l'avenir d'une révolution, la possibilité d'une révolution en Russie et en Allemagne. Et donc autoritaire, voulant imposer ses vues, certainement. Dans ses articles, ses tracts imprimés en Suisse, Lénine ne veut pas entendre parler de révolution démocratique. Il le dit et le répète. Il s'oppose à la majorité des sociaux-démocrates russes et notamment aux mencheviks dirigés par Martov. La nièce de Martov, Tamara Popova, s'en souvient. Mon oncle Martov était un homme de principe et il trouvait que Lénine était un être fourbe. Lénine cherchait toujours à prendre les gens de haut. Martov, lui, était un véritable démocrate, un vrai démocrate. Il considérait que chacun devait avoir sa propre opinion, que chacun avait le droit de s'exprimer et de donner son avis. Lénine n'était pas comme ça. Pour lui, les décisions prises par le comité central du parti ne se discutaient pas. Tout le monde devait s'y soumettre. Pendant ce temps, la situation évolue en Russie. C'est la révolution populaire de 1905.
Le drapeau rouge est hissé sur le cuirassé Potemkin par les marins en révolte. Lénine, le noble exilé, ne croit pas à cette révolution qui se traîne en longueur et il attend l'automne pour rentrer clandestinement dans son pays. En janvier 1906, la révolution échoue. Le tsar organise la répression. Elle est si violente, le vent de défaite est si fort qu'il ébranle les révolutionnaires d'apparence les plus solides. Lénine a un trait de génie. Ce n'est pas avec le peuple qu'on fait la révolution, c'est avec des professionnels. Il retourne en Europe avec une idée en tête, créer une école de révolutionnaires. Il l'installe en France à Longjumeau, dans la banlieue parisienne. Les lieux n'ont pas changé. Lénine avait une école dans le fond, là-bas. Oui. C'était un atelier de serrurerie, et c'est encore un atelier de serrurerie. Oui. Ça, c'est tout à fait drôle. Oui. Et ils avaient prévu, en cas de répression de la police, une issue au fond, là-bas, de l'atelier. Oui, oui. Il y a 2 issues. Dans tous ces logements, c'était comme ça. La sécurité. Ah bah oui, attention, hein, il y a une marche encore là. Auguste Gillot venait jouer dans cette cour au début des années 1910. Il connaissait bien le propriétaire qui louait ce local à Lénine. Pour faire venir, à l'époque, hein, de Russie, des hommes de la ville ou de la campagne, loin même, loin de Moscou ou de Leningrad, à l'époque c'était Saint-Pétersbourg d'ailleurs, les faire venir ici, c'est toute une histoire. Hein. Quand on suit les militants qui sont venus à l'école ici, plusieurs sont devenus des membres du premier gouvernement de Lénine. Hein. En 17, c'est quand même formidable. Hein. Ils ont été formés ici. Il est passé dans la cour, il rentrait là, il fermait la porte, il était avec les bombicides. Enfin, avec les gens... Le propriétaire actuel des lieux est l'arrière-petit-fils du loueur de Lénine, Léon Duchon. Il m'a dit qu'il faisait l'école ici. Mais hop, il repartait aussi sec, et puis... Mais je voyais en coup devant le grand-père, et c'est juste bonjour, bonsoir, terminé. C'est là qu'il faisait l'école. Alors l'école de quoi? J'en sais rien. Peut-être la révolution, je sais pas. Moi, le grand-père n'est pas rentré dans les détails. Et c'est bien de révolution qu'il s'agit. On y enseigne le marxisme, le travail de propagande et les règles de la vie clandestine. Cette école reste dans l'histoire la première enseignant la lutte révolutionnaire de manière professionnelle. C'était malin tout ça, c'est vrai quoi. On réfléchissait comme... Là. Ah oui, ils étaient tous là au premier. Dans des chambres à plusieurs quoi. Parmi les 14 élèves, il y a les futurs meneurs de la Révolution. Après 2 mois de cours, ils retournent en Russie pour lancer l'agitation. Lénine les suit. Mais interdit de séjour dans son pays, il s'installe ici, à Cracovie, en Pologne autrichienne, près de la frontière russe. C'est une période importante pour Lénine, à la fois politiquement et dans sa vie privée. En effet, il vit une grande histoire d'amour. En Pologne, il a loué une maison dans les Tatras. Il se promène longuement dans la montagne avec Krupskaya, son épouse, et Inès Armand, une militante bolchevique de la première heure. L'amitié qu'il éprouve pour la jeune femme va se transformer en amour. La liaison entre Lénine et Inès Armand est restée secrète plus de 80 ans. Dans les archives du parti, nous avons filmé 2 documents qui prouvent leur liaison amoureuse. D'abord, une lettre écrite à Paris. « Nous sommes séparés, mon chéri, et c'est assez douloureux pour moi. À Paris, je n'étais pas encore amoureuse de toi. Je pourrais me passer de tes baisers si seulement je pouvais te voir. » Dans son journal intime, elle écrit à la fin de sa vie « Je n'éprouve plus de sentiments que pour mes enfants et pour Vladimir Ilitch. » Krupskaya était parfaitement au courant. C'était un amour à 3, si on peut le formuler ainsi. Ils s'aimaient. Maintenant, tout le monde le sait parfaitement. On sait même aujourd'hui qu'il a été question de divorce entre Lénine et Krupskaya. Krupskaya a proposé à Lénine de divorcer. C'était juste après la révolution d'octobre. Mais Lénine a refusé.
Août 1914. La Première Guerre mondiale éclate, faisant exploser l'Europe. En Pologne, le 7 août, Lénine est arrêté. Il est accusé d'espionnage au profit de la Russie. Stanislav Sieśka, aujourd'hui âgé de 100 ans, était emprisonné à Novi Targ avec lui. Ah, Lénine, oui, je le connais. Lénine, il était en prison à côté de moi, mais j'étais encore un jeune garçon, comment dire, un petit garçon. Je gardais les vaches chez un fermier à Kopieniec, et quand la guerre a éclaté, il y avait là-bas des forêts rasées, et il fallait brûler ce qui restait. C'est moi qui ai mis le feu pour m'amuser, et ils m'ont enfermé. J'ai été en prison en 14, j'avais 16 ans. J'étais en seconde. J'étais dans une cellule à Novi Targ. Et lui aussi, il était à Novi Targ. Il y avait un autre gars avec lui. Comme j'étais gosse, je recevais quelques grammes de nourriture en plus. Ce n'était pas suffisant et elle, la secrétaire ou la femme de ce Lénine, qui venait le voir, elle m'en donnait parfois. Elle me donnait une tranche de pain. Je suis resté en prison pendant 5 semaines. Lénine, moins. De 1914 à 1916, les Russes subissent défaite sur défaite. En France, en Allemagne, en Russie, les dirigeants révolutionnaires acceptent la guerre par patriotisme. Seul, Lénine souhaite la défaite de son pays. Il pense qu'une Russie affaiblie lui permettrait de lancer la révolution. La réalisation de cet objectif lui apparaît toutefois bien hypothétique. En janvier 1917, dans un discours en Suisse, il avait dit qu'il ne voyait pas d'opportunité proche pour la révolution. Il ne l'a pas formulé directement de cette façon, mais il a dit « Nous, les vieux bolcheviks, nous ne vivrons sans doute pas assez longtemps pour voir la révolution. » Et lorsqu'elle a eu lieu, il a été très surpris. Il l'a d'ailleurs appris presque par hasard, en lisant les journaux. Il a été surpris, non pas parce qu'il n'était pas à Petrograd à ce moment-là, cela lui était déjà arrivé en 1905, mais parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, lui, l'homme qui croyait détenir l'instrument absolu qui devait faire l'histoire, à savoir le parti avant-garde de la Révolution. Je pense que cela a été, je le crois vraiment, la plus grande humiliation de sa vie. Lénine s'est trompé, car en Russie, les pénuries et la misère ont déclenché le 28 février 1917 ce qu'il croyait impossible, une révolution. Le peuple se révolte à Petrograd. Le tsar abdique. Un gouvernement provisoire est mis en place. Une deuxième fois, Lénine n'est pour rien dans les événements. Mais le cours de l'histoire va se retourner. Dans le plus grand secret, l'Allemagne décide d'utiliser Lénine. Lorsque le ministère des Affaires étrangères allemand a demandé à l'état-major s'il fallait aider Lénine, ses membres ont tous répondu que c'était absolument nécessaire, car Lénine était l'homme qu'il leur fallait. On pouvait être sûr qu'il irait au bout de ses idées. Or, ces idées étaient avantageuses pour l'Allemagne. Pour les Allemands, si la Russie est faible, l'ennemi est faible. Pour Lénine, si la Russie est faible, il peut tenter de prendre le pouvoir. Leurs intérêts concordent. À la demande de Lénine, les Allemands organisent donc secrètement, en train, le retour vers la Russie des chefs bolcheviques. Un problème se pose. Comment traverser l'Allemagne sans mettre à jour la collusion des bolcheviks avec les Allemands? Lénine a une idée. Il suffit de dire que les portes du wagon ont été plombées.
Pendant longtemps, ce fut une histoire très controversée. Les portes de ce wagon étaient-elles vraiment plombées? Nous savons aujourd'hui qu'elles ne l'étaient pas. Elles étaient seulement fermées à clé pour qu'en Allemagne, les voyageurs n'aillent pas se promener librement en dehors du wagon. Il faut dire que, pour souligner la neutralité de ce wagon, les communistes ont toujours affirmé qu'il était plombé. Ce n'est pas vrai, c'est une légende. On sait aussi aujourd'hui qu'en plus des 30 membres du groupe et du Suisse Fritz Platten, il y avait avec eux 2 officiers allemands qui se tenaient dans un autre compartiment. Voici un document étonnant. Une lettre de Ludendorff, l'adjoint du chef d'état-major du Kaiser, adressée aux responsables du renseignement militaire allemand. Ludendorff le félicite pour la qualité de son travail sur Lénine et il souligne que le plus grand succès de l'opération a été le retour de Lénine en Russie. Signé Ludendorff. Arrivé à Petrograd, Lénine n'en croit pas ses yeux. Des milliers d'ouvriers, de soldats l'attendent. Il appelle aussitôt à cette révolution socialiste mondiale qu'il n'espérait plus quelques semaines auparavant. Il ressentait une grande joie. Il était surtout satisfait de voir que ses opposants n'avaient pas su tirer profit de son absence pour lui couper l'herbe sous le pied. Il était arrivé à temps pour le festin. Il avait craint par-dessus tout qu'un parti ouvrier se soit constitué légalement sans lui. Cela ne s'était pas produit. Lénine s'étonnait de la bêtise du gouvernement provisoire et surtout de ne pas avoir été arrêté en route ou à son arrivée en Russie. Dans son fameux wagon plombé, il n'arrêtait pas de demander « Est-ce qu'ils vont nous arrêter? Est-ce qu'ils vont nous arrêter ?» Lénine n'a pas été arrêté, car en Russie, c'est la pagaille. Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, ne peut endiguer l'élan révolutionnaire. La liberté de la presse, décidée par le gouvernement, est une aubaine pour Lénine. Les bolcheviks impriment des millions de tracts pour leur propagande. Ils lancent 41 journaux. Le plus célèbre d'entre eux, la Pravda, est imprimé à 420 000 exemplaires sur une rotative moderne payée par les services secrets allemands. On sait aujourd'hui que le gouvernement allemand a mis à disposition des bolcheviks plusieurs millions de marks pour porter la révolution en Russie, pour les préparatifs et pour chauffer l'atmosphère révolutionnaire. Il existe des preuves incontestables. Regardez ce document. C'est une directive du gouvernement du Reich à la trésorerie du Reich qui lui ordonne, je cite, de mettre 5 millions de marks à disposition de la propagande bolchevique en Russie. Ça, c'est une preuve. Il y en a d'autres. Il y a plusieurs autres éléments de ce genre qui indiquent clairement que le mouvement bolchevique était financé par les Allemands. L'objectif de l'état-major allemand est clair. Dans l'hypothèse d'une prise de pouvoir bolchevique et d'une paix séparée russo-allemande qui s'ensuivrait, l'Allemagne n'aurait plus à combattre que sur un seul front, contre la France. Le gouvernement français a compris la manœuvre. Il ordonne à ses services secrets de percer la réalité des relations entre les bolcheviks et l'Allemagne. Notre enquête nous a permis de mettre la main sur les rapports secrets des services spéciaux français. Que montre-t-il? Dans cette note, nous lisons: de mars à juillet 1917,
on remarque l'entrée en Russie d'environ 37 millions de roubles venant des banques suédoises, norvégiennes, danoises et finlandaises. Suivent les décomptes par banque. Sous couvert d'activité commerciale, les services secrets allemands alimentent des comptes bancaires ouverts par des agents bolcheviques dans des pays neutres. Albert Thomas, le ministre français de l'armement, destinataire de ces documents, les envoie à Kerensky, le chef du gouvernement russe. Kerensky ordonne immédiatement l'arrestation de Lénine pour espionnage. Lénine entre dans la clandestinité. Il porte perruque, moustache et prend le nom d'Ivanov. Avant de gagner la Finlande, il se cache dans une cabane avec Zinoviev à Razliv, un village à 3 km de la frontière. Ils sont ensuite accueillis chez un paysan, militant bolchevique, qui les héberge dans sa grange. C'était l'été, et la chaleur était étouffante dans cette remise. Ils n'en sortaient pratiquement pas. Ils avaient peur, ils guettaient chaque bruit et regardaient par les fentes du toit. Que risquaient Lénine et Zinoviev si on les avait retrouvés dans cette grange? Ils auraient été fusillés sur place. Pourquoi? C'était la guerre et ils étaient considérés comme espions. Octobre 1917. L'insurrection éclate à Petrograd. Lénine, rentré précipitamment de Finlande, décide de tenter le tout pour le tout. Il ordonne la prise du célèbre palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire. Il n'existe aucune image authentique de cet événement sur lequel l'histoire soviétique s'est fondée. Il ne reste que quelques dizaines de films de propagande soviétique tournés après coup. L'épopée qu'il relate n'a rien à voir avec la réalité telle que l'a vécue Mikhail Gourevitch. J'ai assisté à la prise du palais d'hiver où a siégé le gouvernement de Kerensky avec Antonov Ovsyannikov. Je n'étais pas avec Antonov Ovsyannikov, mais j'étais dans la foule qui a attaqué. Le moment le plus intéressant pour moi, c'était le bataillon de femmes, le bataillon féminin qui avait protégé le gouvernement de Kerensky. Le premier moment, quand le premier soldat soviétique a sauté dans la cour, ils sont enfuis, ils ont disparu. Et c'est tout. On n'a rencontré aucune résistance. On n'a aucune résistance, on a monté dans la salle où siégeait le gouvernement de Kerensky et Antonov Ovsyannikov a proposé de se rendre. Lénine a réussi un formidable coup de bluff. Dans le pays et dans le mouvement révolutionnaire, les bolcheviks sont minoritaires, mais ils sont déterminés et bien organisés. Lénine, grâce à ses fidèles, ceux de Longjumeau et de l'exil, s'impose à la tête du premier gouvernement ouvrier et paysan. Les révolutionnaires professionnels triomphent. Il n'y a qu'un seul ouvrier dans le premier gouvernement prolétarien de l'histoire, Chliapnikov. Reste à convaincre le peuple. Les élections promises se soldent pour Lénine par une véritable débâcle. Sur les 703 députés élus, le parti bolchevique ne remporte que 168 sièges. Lénine n'en a que faire. Le 18 janvier 1918, jour de l'ouverture de l'Assemblée constituante, il fait encercler le palais Tauride. La démocratie russe n'a pas duré 24 heures. Avant la réunion au palais Tauride, les autres partis pensaient que les bolcheviks n'allaient plus rester longtemps au pouvoir et que tout allait se décider lors de la réunion de l'Assemblée constituante où ils étaient minoritaires. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Les bolcheviks, eux, savaient pertinemment qu'il leur fallait dissoudre l'Assemblée. Pour cette raison, je dis qu'ils ont agi par nécessité historique. S'ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas eu d'histoire soviétique. On peut dire que la dictature a commencé à ce moment-là? Oui, tout à fait. Dans la réalité, le pouvoir bolchevique ne dépasse guère Petrograd et Moscou, où le ravitaillement est de plus en plus difficile.
Lénine est seul. Il ne contrôle pas la Russie. Sur le front, l'armée est en pleine décomposition. Les soldats qui ne désertent pas fraternisent avec les Allemands. Pour sauver son pouvoir, Lénine décide de capituler devant l'Allemagne contre l'avis de la plupart des chefs bolcheviks. À Brest-Litovsk, les discussions menées par Trotsky avancent d'autant plus vite que Lénine a donné des instructions « signer n'importe quoi à n'importe quel prix ». La paix est signée. Les Russes ont accepté toutes les conditions allemandes. La Russie perd 1/3 de sa population, 1/3 de ses terres arables, les 3/4 de son minerai de fer et de son charbon. Lénine est satisfait. Mais pour avoir les mains libres, il a payé le prix fort. Il ne lui reste plus qu'à se retourner contre ceux qui refusent la révolution. C'est la guerre civile. Elle sera la plus sanglante de toutes les guerres civiles de l'histoire. Les anti-bolcheviks et les armées blanches avancent sur 3 fronts. L'Allemagne a compris que la chute de Lénine entraînerait la reprise de la guerre. Elle lui donne encore un coup de pouce. Juillet 1918, télégramme de l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou. La politique d'entente de l'Allemagne avec la Russie nécessite 3 millions de marks or par mois. Si la situation l'exigeait, cette somme pourrait être beaucoup plus élevée. Son régime en péril, Lénine lance un nouveau slogan. « Nous sommes dans une situation extrême, nous devons utiliser une terreur extrême. » Et il ne s'en prive pas. Pour l'emporter, il a besoin d'hommes et de ravitaillement. Il va donc enrôler de force dans sa toute nouvelle armée rouge des centaines de milliers de paysans et des bataillons spéciaux vont sillonner les campagnes pour réquisitionner le bétail et les récoltes, principalement le blé. Les premiers décrets pris par les bolcheviks concernaient la paix et la terre. À la place de la paix, il y a eu la guerre civile, et en fait de terre, il y a eu les réquisitions. Les paysans se sont estimés trompés? Oui, bien sûr, car à la fin de la guerre, au lieu de retourner à leur activité ancestrale, on les a obligés à se battre de nouveau dans la guerre civile, cette fois contre des adversaires mal définis, parfois même contre leurs propres frères. Dans la campagne autour de Yaroslav, à 400 km de Moscou comme dans toute la Russie, les paysans refusent de retourner à la guerre. Ils sont 30 000 à se cacher dans les forêts. Les bolcheviks lancent une impitoyable chasse à l'homme pour les retrouver. Uliana Morozova avait 8 ans à l'époque. Elle a vu les bolcheviks arriver dans son village. Ils ont réuni les hommes qui se trouvaient encore dans le village. Comme ils leur résistaient, ils les ont emmenés là-bas, à l'intérieur d'un bâtiment, et ils se sont mis à les frapper à coups de sabre. L'un des hommes n'a pas eu la tête tranchée, et quand les bolcheviks sont partis, il a pu se relever et ramper jusqu'à chez lui. Là, il est tombé, mais il a survécu. Cet homme, je le connaissais bien. Je lui ai demandé un jour, « Père Kolia, raconte-moi ce qui s'est passé. » Et il m'a tout raconté. Il m'a dit qu'aucun des hommes ne voulait se soumettre. Personne n'avait voulu suivre les bolcheviks pour être enrôlé dans l'armée. Cette situation est insupportable pour Lénine. Il décide d'utiliser les grands moyens pour venir à bout des paysans révoltés. Une armée spéciale a été formée pour les expéditions punitives, l'armée de Tukhachevski. Les militaires utilisaient des gaz, ils décimaient des familles entières, ils fusillaient, ils réquisitionnaient, ils prenaient des otages.
Ils saisissaient tous les biens de ceux qu'ils appelaient les participants potentiels au soulèvement. Cela s'appelait la prolétarisation. On transformait le paysan en prolétaire et cela se faisait par village entier. Pour livrer les quantités de bétail et de blé imposées par le pouvoir, les paysans doivent pour la plupart donner toute leur production. Résultat, à la fin de 1920, sur une population de 150 millions d'habitants en Russie, ils sont 30 millions à souffrir de famine et ils sont 5 millions à mourir. Dans certaines régions, les paysans mangent des charognes. Des cas de cannibalisme sont constatés. En laissant les paysans russes mourir de faim, Lénine poursuivait un double objectif. Pacifier les régions révoltées, mais aussi réduire la seule grande opposition qui reste à son pouvoir, l'Église orthodoxe. Dans une longue lettre adressée au bureau politique, Lénine explique clairement sa position. Seul le désespoir engendré par la faim peut changer l'attitude du peuple à notre égard. J'en conclus que c'est le moment de saisir les biens du clergé et de l'écraser de la manière la plus décisive et la plus impitoyable, avec une telle brutalité qu'ils s'en souviennent pour des décennies. Plus le nombre de représentants du clergé passés par les armes sera important, mieux cela sera pour nous. Signé Lénine. Et les ordres de Lénine sont mis à exécution. Les biens de l'Église sont saisis sous prétexte de les vendre pour nourrir la population. Les membres du clergé sont arrêtés, emprisonnés, exécutés, avec ou sans procès. Le père Dimitri a eu ses deux grands-pères fusillés sous Lénine. On ne sait pas exactement combien il y a eu de victimes. Je pense que c'est de l'ordre de plusieurs milliers de prêtres, oui, de diacres, de moines. Il y avait aussi des femmes? Oui, bien sûr. Il y avait des nonnes, mais aussi des femmes qui vendaient les bougies à l'église. C'étaient souvent des gens du peuple, des gens simples, qui aimaient venir et chanter à l'église. Il faut aussi savoir que la confiscation des biens de l'Église a été pratiquée de façon à provoquer une riposte de la population. Les soldats arrivaient avec un mandat et commençaient à piller les églises. Voyant cela, la population se mettait à sonner les cloches pour réunir tout le monde et défendre son église. Il y avait alors confrontation avec les soldats, qui ensuite embarquaient les meneurs et ils étaient fusillés. Le neveu de Trotsky, Valéry Bronstein, qui vit à Moscou, cherche depuis plusieurs années à identifier ces victimes, souvent anonymes, de Lénine. Dans plusieurs cimetières de Moscou, notamment à Donskoï, où se trouvent plusieurs fosses communes, il a constitué des dossiers qui sont à la disposition des familles soucieuses de retrouver la trace de leurs ancêtres disparus. Tsekov Alexandre, sans parti, russe, fusillé. Mikhailovitch Marfeï, né en 1898, fils d'un colonel de l'armée tsariste, fusillé en 1923. Les gens dont les cendres reposent ici sont de toutes origines, des gens connus et inconnus. Il y a des nobles, bien sûr, des anciens officiers, mais il y a aussi des gens qu'on arrêtait sous des prétextes très divers. On les accusait de tout. Cela allait même parfois jusqu'à l'espionnage. Il y avait des prêtres, des étudiants, des enseignants, des ouvriers. En effet, Lénine va s'en prendre aussi aux ouvriers, les enfants chéris de la Révolution.
Cet épisode a été, par la suite, soigneusement occulté par le pouvoir soviétique. Il a caché que les salaires de misère et la dictature du Parti communiste ont ouvert les yeux des ouvriers. Ils s'opposent en grand nombre au régime et utilisent la seule arme à leur disposition, la grève. Lénine, le pragmatique, réagit sans tarder. Il oublie la doctrine socialiste dont il se réclame. Il militarise le travail, supprime les droits syndicaux et assimile le gréviste à un déserteur. Dans la Pravda du 12 février 1920, il écrit « La meilleure place pour un gréviste, ce moustique jaune et nuisible, c'est le camp de concentration. » Et Lénine, encore une fois, fait ce qu'il dit. Les arrestations au petit matin des grévistes et des ennemis potentiels de la Révolution sont pratiquées à grande échelle. Beaucoup sont fusillés sur le champ. Les autres vont remplir les prisons existantes, vite saturées. Que faire de ces centaines de milliers de gens? Lénine trouve la réponse. Il invente l'enfermement arbitraire des hommes, des femmes et des enfants dans les camps de concentration. Dans les archives du parti à Moscou, dans le fonds Lénine qui remplit plusieurs pièces blindées du sous-sol, nous avons trouvé parmi les 35 000 documents écrits ou signés par Lénine un décret de mars 1919. Ce décret légalise les camps de concentration et instaure les camps de travail forcé à raison d'un camp par province. Il est signé Vladimir Ulyanov, entre parenthèses Lénine, et contresigné Félix Dzerzhinsky, chef de la police politique. Les premiers camps sont installés dans des monastères réquisitionnés. Puis, en 1921, le Politburo ordonne la construction d'un camp pour 20 000 personnes dans le Grand Nord, à Oukhta. Il est destiné aux paysans, aux ouvriers et aux marins révoltés. Comme l'avait annoncé Lénine, la charrue de la Révolution laboure la Russie. Lénine n'a plus qu'un objectif à atteindre, un objectif qu'il poursuit depuis ses premières années d'exil, la Révolution mondiale. Ces quelques hommes, originaires du monde entier, qui s'amusent sur les marches du Kremlin, participent en juillet 1919 à la création de l'Internationale communiste. Ils forment l'avant-garde de l'organisation clandestine qui va changer l'histoire. À ces hommes, des révolutionnaires professionnels, Lénine fixe un but ultime. Voici son enregistrement original. Première condition de cette révolution mondiale, les moyens pour y parvenir doivent demeurer secrets. Face à l'Europe et à l'Amérique qui lui sont hostiles, Lénine est soucieux de se présenter sous un jour acceptable. En 1922, pour la conférence internationale de Gênes, il donne ses instructions à Molotov. Dans le document présenté aux étrangers, supprimer toute mention ayant trait à la révolution violente et inévitable au recours à la lutte sanglante. Page 2, lignes 2 et 3, supprimer radicalement le passage disant que notre conception historique rend inévitable de nouvelles guerres mondiales. Car Lénine, pour satisfaire son obsession de révolution allemande, est prêt à une guerre généralisée.
La défaite de 1918 et la chute de l'empereur ont plongé l'Allemagne dans l'anarchie. Le froid, la faim, la misère entraînent des insurrections aux quatre coins du pays. Le prolétariat s'organise, car le parti allemand est le seul parti communiste d'Europe puissant et structuré. Et ses ordres, il les prend à Moscou. À l'été 1923, un certain nombre de dirigeants bolcheviques décident de déclencher la révolution en Allemagne. Il s'agit de créer une république bolchevique d'Allemagne et de Russie. Elle réunira 200 millions de prolétaires. Trotsky dirige l'opération. Il ordonne d'abord l'infiltration en Allemagne de la fine fleur des généraux bolcheviques. Aujourd'hui, on sait que Stassov, Tukhachevsky et Putna avaient été envoyés illégalement en Allemagne pour soutenir leurs camarades allemands dans leur lutte pour gagner la révolution prolétarienne. Ils étaient là-bas pour les aider? Oui, tout à fait. Pour soutenir et aider le soulèvement de Hambourg. Tukhachevsky, Putna et quelques autres étaient en Allemagne sous de faux noms pour des affaires privées, appelons ça comme ça. Ils avaient tous des noms d'emprunt. Trotsky prévoit ensuite de masser des troupes à la frontière polonaise pour venir éventuellement à la rescousse de l'insurrection. Les bolcheviks rassemblent aussi des tonnes de blé pour nourrir le peuple allemand. Le 21 octobre, les communistes lancent la grève générale, mais elle n'est pas suivie, car l'Allemagne entend rester allemande. L'ombre des soviets unit l'armée, la police et les sociodémocrates contre les communistes. Seul Hambourg s'est soulevé. Après 30 heures de combat de rue, la police et l'armée matent l'insurrection. Le second Octobre rouge a échoué, et avec lui, le rêve de Lénine, conquérir l'Europe à cheval, le drapeau rouge à la main. Gorki, à 40 km de Moscou. À partir de 1921, Lénine passe l'essentiel de son temps reclus dans cette riche propriété. Le vieux chef est malade. Une artériosclérose du cerveau le paralyse et le rend inconscient par intermittence. Il profite de ses rémissions pour se promener dans le village. Il parle avec les paysans, avec ce peuple qu'il connaît si peu. Claudia Shulgina avait 11 ans le jour où Lénine a rendu visite à ses parents. La porte s'est ouverte et Lénine est entré. Il était sur le seuil. Il a enlevé sa chapka, il s'est approché de la table et on lui a donné la parole. Lorsque les lampes à pétrole se sont éteintes, on a demandé à Vladimir Ilitch de nous faire installer l'électricité. On lui a expliqué que ce n'était pas pratique, qu'il était difficile de se procurer du pétrole. Il a accepté de nous aider. On était en janvier. Durant l'hiver, il a fait parvenir du bois pour les poteaux et des câbles électriques et au printemps, l'installation a réellement commencé. Pour nous, l'ampoule électrique était l'ampoule d'Ilitch. La Russie ignore l'état réel de son chef. Staline veille scrupuleusement à l'isoler du monde. Seule sa famille a encore accès à lui. Ces dernières photos exhumées des archives nous montrent le visage d'un homme totalement hors du monde. Le 21 janvier 1924,
meurt le plus grand révolutionnaire de l'histoire. Le pouvoir organise des funérailles grandioses. Les dirigeants, Staline en tête, se rendent à Gorki. Ils ramènent en grande pompe le corps de Lénine à Moscou. Un culte de la personnalité comme on n'en a jamais connu est en train de naître. Des centaines de milliers de personnes défilent jour et nuit dans un froid intense devant la dépouille mortelle. Evgenia Chister, jeune militante communiste, était dans la foule. En entrant dans la salle, nous avons été stupéfaits. Tous les lustres étaient recouverts de crêpe noire. Un orchestre jouait en continu des musiques funèbres, du Chopin. Les musiciens se relayaient. Il y avait des montagnes de fleurs. Je pense qu'il devait y avoir plusieurs milliers de couronnes disposées au centre. Nous étions si malheureux. Nous étions tous au bord des larmes, prêts à nous abandonner à notre émotion. Cette ferveur marque le début d'un mythe qui va durer 70 ans. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va embaumer un homme pour le présenter à la vénération des masses. Pendant ce temps, le Politburo enfouit au fond des archives 6000 manuscrits, lettres, télégrammes, qui pouvaient compromettre ou détruire l'image sacrée et aveuglante d'un Lénine humain, tolérant, prématurément disparu. S'il est prouvé aujourd'hui qu'à la fin de sa vie, Lénine s'est interrogé sur la voie prise par la Russie et la possibilité d'arriver un jour au socialisme, les historiens n'ont pas trouvé dans les archives le moindre document qui laisse supposer un quelconque regret pour les déportations, les persécutions, les exécutions, les bannissements qu'il a ordonnés. Dans les archives, lorsque j'ai consulté les documents concernant ma famille, j'ai vu aussi d'autres dossiers. J'ai pu lire les ordres que donnait Lénine. Ils se ressemblaient tous. Fusillés, emprisonnés, déportés. Cela démontre son absence de bonté. Pas une seule fois, je n'ai lu libéré ou autre chose de ce genre, une mesure de mansuétude. Pour cette raison, je dis clairement, Staline n'est que l'héritier de Lénine. Il n'a fait que continuer ce qu'il avait commencé, et pour de bon.